Salut à tous et bienvenue sur Eric Studio Jeux de plateau. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une partie de High Frontier for All, le jeu de Phil et Clown, édité par Sierra Madre Games et paru en français chez 500 nuances de geek. Ce que je vous propose aujourd'hui n'est pas une approche des systèmes de jeu et des règles du jeu, en tout cas pas par cet angle-là, dans la mesure où cette proposition existe déjà à travers de nombreuses vidéos sur YouTube et parmi elles de nombreuses bonnes vidéos sur YouTube. Donc je ne vais pas reproduire ce qui existe déjà. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à regarder ou à aller voir pour la découvrir la chaîne Je réfléchis, orthographié J-E-U-X. Cette chaîne est animée par un gars du Sud-Ouest qui propose des parties de High Frontier for All ou d'autres jeux assez complexes. Euh, et il a une approche assez experte de High Frontier for All, même très experte pour tout dire. Ce qui ne l'empêche pas de proposer des parties du niveau débutant au niveau initié, même expert, et puis également des parties flanquées des différentes extensions du jeu, qui s'appellent des modules pour High Frontier for All. C'est très intéressant et je me suis largement aidé de ce qu'il fait pour avancer moi sur la découverte du jeu. Donc je vous invite à aller voir, c'est intéressant. Pour ma part, donc je ne vais pas reproduire ça. Ça n'aurait aucun intérêt et ce serait sans doute moins bien que ce qui est fait ailleurs. Je vais plutôt aborder le sujet sous l'angle thématique, comme c'est un peu le principe sur ma chaîne, hein. J'aime bien raconter une histoire quand je propose une partie. Donc là, c'est le but, c'est qu'on se raconte l'histoire de la découverte spatiale, des découvertes spatiales, des techniques spatiales, des contraintes, des sciences utilisées aussi pour monter, organiser, financer et réaliser des expéditions qui seront à l'horizon de la vie humaine, ouais, d'une durée de vie humaine, euh, peut-être des enjeux majeurs ou en tout cas des bouleversements pour l'humanité. Par exemple, la découverte d'une nouvelle planète ou la terraformation d'une autre. On entend beaucoup parler de Mars, évidemment, mais il y a peut-être d'autres options. Et, euh, et donc, c'est un petit peu ce que propose High Frontier for All et Phil et Clown à travers ce jeu. C'est une invitation au voyage, une invitation à découvrir le monde dans son immensité et pas seulement la surface de notre petite planète fragile et de nous encourager à lever la tête, pas seulement pour quitter des yeux TikTok, mais aussi pour retrouver cette fascination qu'avaient déjà nos ancêtres de l'Antiquité et même avant, ces astronomes qui avaient compris que les étoiles leur permettraient d'atteindre le progrès pour leur civilisation. Et c'est ce qui s'est passé hein, pour les Olmèques, les Incas, même si ce sont des civilisations disparues, mais aussi pour les Grecs, les Romains, tous les peuples navigateurs de la Méditerranée. Et certainement des peuples asiatiques aussi, dont on connaît moins l'histoire antique sous nos latitudes, mais qui sont tout aussi inspirés de ces ciels qu'on pouvait observer et qui, selon Phil et Clown, sont tout autant fascinants aujourd'hui pour l'homme, même si on est un peu blasé par la société de consommation. Et je pense que derrière ça, l'invitation proposée par Phil et Clown, c'est voilà, c'est de rêver à nouveau, même si notre monde fini, sphérique, nous, nous amène peu à peu vers une forme de désappointement collectif. Lui, je pense qu'à travers ça, il a envie de nous faire toucher un nouvel espoir. En tout cas, moi, c'est la lecture que j'en ai. Et c'est sous cet angle-là que j'ai envie d'aborder les choses quand il s'agit de jouer à High Frontier for All. C'est-à-dire que, vous allez le voir, l'idée, c'est de partir de la Terre et puis de s'aventurer comme ça à la découverte des astres dans la proximité immédiate de notre planète, mais aussi beaucoup plus loin. Et de se creuser la tête pour pouvoir atteindre nos objectifs et nos rêves hein, pour certains d'entre eux. La vidéo d'aujourd'hui va se décomposer en deux temps.
d'abord une mise en place du jeu. Vous allez voir, c'est assez rapide parce que je ne vais pas m'apesantir sur tout le matériel. Il y a beaucoup de matériel dans cette boîte. Mais je vais me concentrer sur le matériel qu'on va utiliser nous pour notre partie. Et dans un second temps, évidemment, nous démarrons la partie et je pense que celle-ci fera l'objet d'un second épisode à venir aussi dans le prolongement de cette vidéo. On y va tout de suite pour une installation spécifique, cela dit, puisque je vais vous proposer une partie de High Frontier for All dans la formule Race for Glory, mais je vous explique ça pendant la mise en place. Comme je le disais en présentation, nous allons jouer à High Frontier for All dans sa configuration Race for Glory. Qu'est-ce que Race for Glory? Eh bien, c'est une formule de jeu dont le matériel a été adapté pour le joueur qui découvre High Frontier for All. Donc on va utiliser toutes les règles de base. Donc on va utiliser le livret de base, le livret de règles du jeu complet, mais un matériel spécifique qu'on verra estampillé Race for Glory. L'objectif de Filet Clown, c'est de permettre aux joueurs de bien saisir les tenants, les aboutissants au niveau thématique du jeu sans être submergé par les mécaniques. C'est complètement ça. Donc ça colle à mon objectif de vous proposer une approche plutôt thématique que mécanique. Voilà. Donc on va voir lors de la mise en place que le matériel, même s'il est très proche, il est complètement identique au jeu classique, mais il est un petit peu allégé, il est un petit peu simplifié, ce qui permet quand même de le gérer plus facilement. Notamment, on verra dans les dimensions techniques du vol spatial, où il faut construire les vaisseaux, il faut imaginer des ensembles fonctionnels, etc. Et donc ça, évidemment, c'est d'une certaine complexité dans le jeu complet. Et là, Filet Clown, à travers un matériel spécifique, a simplifié un petit peu les choses pour nous permettre de nous lancer et en même temps en vivant quand même des aventures de manière pleine et entière. Donc on met de côté tous les livrets de règles. J'ai aussi mis de côté, non loin de moi, une aide de jeu. Alors elle est riche, hein, elle est dense, mais en fin de compte, c'est comme un catalogue, donc c'est assez facile. On y reviendra, c'est assez facile d'utilisation. Faut pas se laisser impressionner par les petits caractères qui composent cette aide de jeu. Elle est simple d'emploi. Alors, quel est le matériel que nous allons utiliser? Il n'y en a pas beaucoup, je vais le sortir tout d'un bloc, vous allez voir. Et il est assez proche de ce qu'on va utiliser dans le jeu de base. Alors attention, dans le jeu de base, quand on n'utilise aucun module. Là, je vais faire une partie sans aucune extension, simplement avec le jeu de base. Je rappelle que dans la version française que je possède et que nous allons utiliser aujourd'hui, sont fournis le module 0, donc le module politique. Le module 1, c'est le module des cargos qui permet le transport, le fret spatial. Et le module colonisation, donc il y a 3 extensions finalement, qui permet de monter des colonies et de les faire fonctionner sur les différents astres qui nous entourent de manière plus approfondie avec des nouvelles mécaniques, des nouvelles couches de gameplay. On ne va pas les utiliser, nous on va utiliser que les règles de base, mais vous allez voir que déjà, on peut partir à l'aventure, on peut construire des usines et des colonies sans problème, avec des règles plus accessibles. Encore une fois, c'est un peu l'objet. C'est un peu l'objet. Alors, qu'est-ce qu'on a en matériel? Au niveau des composantes spécifiques à Race for Glory, on a ce paquet de cartes là qui est déjà bien conséquent. Alors moi j'ai tout slivé parce que vous allez voir qu'on manipule beaucoup les cartes. Et ce paquet de cartes se décompose en 3 decks différents. Un deck propulseur, un deck robonaute, donc propulseur c'est en orange, qu'on va mettre là-bas. Un deck robonaute, donc ce sont des espèces de petits modules autonomes qui vont nous servir à l'exploration, à la prospection sur les différentes zones qu'on va aller découvrir. Et des raffineries, donc c'est des systèmes de production qui serviront de base à nos usines. Je mets ces 3 decks comme ça. Le principe, c'est de les mélanger, ce que je referai hors caméra, voilà, et de les disposer pour n'avoir qu'une carte face visible. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes sont double face. On a une face blanche qui correspond à la production terrestre et une face noire qui correspond à la production extraterrestre, mais une chose sur laquelle on reviendra plus tard. Mais où je voulais en venir, c'est que ce marché, en fait, correspond aux découvertes qu'on va faire, qu'on va acheter, développer, etc. Et en fait,
ne sont accessibles que la première carte du marché. On ne peut pas regarder tout le deck, puisque les découvertes se font au fur et à mesure, les unes après les autres. Une découverte en entraîne une autre, etc. Et donc là, on a tout notre marché. La différence avec le jeu de base, c'est que là, on a 3 decks, alors que dans le jeu de base, on en a 6. Et puis dès qu'on ajoute des modules, on en a de plus en plus, et ça devient de plus en plus complexe. Les combinaisons sont de plus en plus étoffées, etc. C'est la seule vraie différence qu'on peut avoir avec le jeu complet. Ensuite, eh bien, on va avoir tous les jetons joueurs. Alors, il y a des jetons en bois, des jetons en carton et des jetons en plastique. Voilà. Bon, je vais y revenir pendant la partie, c'est pas essentiel pour l'instant. Vous pouvez noter qu'il y a des espèces de petites figurines de vaisseaux spatiaux là, qui sont sympas. On prend les jaunes, c'est ce qui correspond à une faction que j'ai choisie de manière un petit peu ciblée. Pourquoi? Parce que cette faction, alors déjà, il y a un petit message là-dessus, puisque ce sont les cosmonautes des Nations Unies. Oui, c'est une notion qui se perd un peu aujourd'hui, donc j'avais envie de la promouvoir, on va dire, à travers le jeu de Phil et Clown, qui lui aussi promeut l'unification des pays et de l'humanité. Et donc ces Nations Unies proposent un équipage cosmopolite prêt à s'embarquer dans une aventure commune pour toute l'humanité. Et la particularité de cette faction, donc, qui est jaune, c'est de commencer avec 2 aquas, les aquas étant ces jetons-là qui représentent à la fois le carburant et la monnaie du jeu. Alors, quand je dis monnaie, c'est pas de la menu monnaie, puisqu'on est plutôt sur des millions et des millions de dollars, hein, voire des centaines de millions de dollars quand il s'agit de financer des missions spatiales. Donc ne vous y trompez pas, on ne va pas parler dans des unités courantes, on parle en aqua, ce qui représente des sommes d'argent colossales, évidemment. Donc ça, ce sera notre carte d'équipage, on va la mettre de côté pour l'instant. C'est une carte un peu différente, et d'ailleurs, c'est du matériel du jeu de base. Donc comme je vous le disais, des aquas. Alors le joueur en a un petit peu au départ, nous on aura 2 en plus, mais le joueur en a un petit peu au départ dans la configuration Race for Glory. On va y revenir, je les mets de côté pour l'instant, je les mets là-bas. On a aussi, en matière de matériel, des disques de... Comment il s'appelle cela? Voilà, des disques rouges comme ça, translucides, qui servent à la fois à suivre le déroulement de la partie dans sa chronologie, dans sa durée, et puis nous serviront aussi à indiquer si des sites ne sont plus exploitables parce qu'on a loupé la prospection, ou parce que, voilà, pour différentes raisons, on verra ça plus tard. Ce sont des petits marqueurs qui vont nous servir tout le temps. Voilà pour les pions, sans détailler, on y reviendra. De toute façon, il n'y en a pas 50 000. Il va en rester quelques-uns qui sont des jetons de gloire et qui vont correspondre à des marqueurs liés aux explorations. Je vais y revenir au moment de déployer le plateau principal. On a aussi un dé qui va nous servir à faire des tests, que je mets de côté. Au niveau des plateaux, on a déjà le plateau joueur, qui est une planche souple. C'est le seul aspect matériel que je regrette un peu, c'est pas terrible. Alors en même temps, vu comment la boîte est pleine, je pense qu'il fallait économiser de la place, et ce qui a été fait. Maintenant, bon, c'est pas idéal, mais enfin, par contre, au niveau de l'organisation du plateau, c'est nickel et c'est très très fonctionnel. Et c'est d'ailleurs très agréable à utiliser. On a une dimension à la fois d'infrastructure. Là, on a le lanceur. Ici, on aura les stations spatiales en orbite basse. Ici, les avant-postes qu'on peut créer, des bases avancées, hein. Et puis là, on aura sur la partie supérieure tout ce qui concerne le fonctionnement des vaisseaux spatiaux. Donc des lanceurs. Là, notamment, ce qui fait un petit peu peur, là, ce schéma, correspond à la consommation à la consommation de carburant. Mais ce que vous allez voir est plutôt logique comme utilisation et pas si compliqué que ça, vraiment pas. Il suffit de se l'approprier, quoi. C'est pas non plus très très compliqué. Voilà, donc ça c'est le plateau joueur qu'on met devant nous. Moi je vais laisser le marcher au-dessus, j'aime bien cette configuration-là. Sur notre plateau joueur, on va mettre tout de suite nos aquas de départ. Donc comme je le disais, grâce à notre faction qui va, elle, être déjà en attente à travers un équipage dans une station spatiale internationale, on va la mettre en low Earth orbit, donc en orbite basse terrestre. À côté de ça, on va mettre notre banque ici. Donc on a 2 aquas
au départ donné par notre faction. Et quand on joue à Race for Glory, on a 6 unités, 6 aquas en poche en début de partie. Donc, je vais en ajouter encore 2. Voilà, ce qui constitue notre réserve financière de base. À côté de ça, donc on a tous les jetons joueurs. Et là, notre plateau joueur est quasiment prêt. Quand on joue à Race for Glory, on peut ajouter, alors qu'on soit en solo ou en multi, ces 2 petites planches là qui, lorsqu'on joue dans une formule différente, servent à autre chose. Elles sont double face. Voilà. Voilà, ça c'est le module politique et ça ce sont le cycle de tâches solaires. Cycle de tâches solaires que l'on va retrouver pour Race for Glory et qui constitue en fait le timer de la partie. On va voir que une partie dure 48 années terrestres. Et donc, il va falloir faire dans notre configuration à nous 4 fois le tour de ce cadran, simplement. Donc, comment on représente ça? Eh bien, on va le poser à la manière d'un tableau de bord. On va venir poser dessus un petit disque sur l'année 1 qui va nous donner l'année de référence dans laquelle on se trouve. À côté de ce disque, je vais mettre un cube qui nous servira à indiquer quand on a réalisé l'opération payante, parce qu'on va voir qu'il y a des phases de jeu spécifiques, mais ça je vais y revenir en début de partie. Dans le tour du joueur, hein, il y a une phase de jeu opération. Et donc ce cube va nous servir à ça. Et puis comme nous on va jouer en 4 périodes, en 4 tours de cadran, et puis on va mettre 4 disques appelés disques d'ancienneté au centre du soleil là, et qu'on viendra retirer à chaque fois que notre indicateur de temps dépasse le repère rouge ici d'ancienneté. Donc on viendra retirer un petit disque. Et une fois que tous les disques ont été retirés, la partie est terminée. Et là, on regarde si ce qu'on nos performances, quoi, tout simplement. Autre aspect de ce mini tableau de bord, alors là, c'est plutôt informatif. On a une aide de jeu Race for Glory qui est spécifique à cette formule de jeu. On va mettre comme ça et qui résume à la fois le processus de déplacement, donc qui renvoie à l'utilisation du haut du plateau, là, justement. Donc il y a tout un tas d'étapes, mais qui se font de manière très successive, très directe. On a aussi une petite indication sur l'action de prospecter, qui est l'une des grandes activités qu'on va faire dans le cadre de l'exploration. On a un rappel quant au crime, mais ça c'est quand on joue plutôt en multi. On a aussi une légende du plateau, donc toute l'iconographie présente sur le plateau est définie pour Race for Glory sur ce carton, donc c'est bien pratique parce qu'elle n'a pas la même signification exactement dans le jeu High Frontier for All, le jeu complet. Et puis à gauche de notre cadran solaire, eh bien, on a aussi un résumé du tour de jeu, les actions gratuites, les opérations. Donc ça c'est hyper pratique, vous allez voir, on peut s'y référer constamment, ce qui évite d'avoir toujours le nez dans la règle du jeu. C'est très plaisant. Voilà, donc on a déjà le côté, le volet joueur qui est prêt. Hein, qu'on joue en solo ou en multijoueur, ce sera la même chose. On dupliquera simplement le plateau joueur. Il va nous rester simplement, je vais poser les disques d'ancienneté là-bas, il va nous rester simplement maintenant à préparer je mets de côté les règles du jeu, à préparer l'immense plateau qui constitue la pièce maîtresse de High Frontier for All. Moi, c'est un élément de jeu que j'adore véritablement, donc je trouve déjà excellent. Et alors ce plateau, il est très très grand et il est assez facile à ouvrir à condition de le prendre par le bon côté. Alors on va voir si je l'ai pris du bon côté. Voilà. Ouais, je l'ai pris du bon côté. C'est bon. Tout à fait. Donc je le retourne. Hop. Voilà. Donc voilà, on ouvre comme ça. Et puis après, d'une main, on peut sauter. Et hop. Et puis il est immense en fait. J'adore ce plateau. Il est somptueux. Il peut faire peur. Alors voilà, là je vais zoomer pour vous montrer notre maison. On est sur la terre ici.
On retrouve le LOE, le Low Earth Orbit, l'orbite basse terrestre qui correspond à cette case-là. Donc on sait que notre équipage est ici, sur ce point-là, dans une station, une petite station spatiale orbitale. Et on voit que si j'élargis, eh bien, nous sommes face à l'immensité de, de notre galaxie et on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir ce qui s'y passe et puis essayer de mettre à profit nos découvertes pour le bien de l'humanité. C'est ça le concept du jeu. Alors en matière d'installation, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on va simplement, si je retrouve le matériel, voilà, on va simplement ajouter quelques éléments sur ce plateau, mais alors c'est très rapide, vous allez voir. Donc il y a déjà les jetons de gloire dont je parlais tout à l'heure, alors qu'on doit positionner sur les emplacements réservés qui correspondent à chaque astre. Voilà, là par exemple, on a Cérès, donc voilà, on a un petit emplacement ici. On voit l'emplacement en Glory là. Puis on fait ça pour chaque planète. Alors on est sur des secteurs héliocentriques, donc centrés autour du Soleil. Et donc un jeton est placé par secteur héliocentrique. Donc là on a Mars, on avait Vénus, ici on a Jupiter. C'est sympa parce que enfin j'aime beaucoup parce que chaque jeton a un emplacement prévu. Ici, là on voit qu'il y a un cadran de type horaire. C'est pour nous permettre, dans certains scénarios, de retrouver certaines constellations, certains objets astro, etc. plus facilement. Hein. On a des indications horaires pour nous orienter sur le plateau, qui est vaste. Là, c'est le jeton d'Uranus, qui est tout là-bas. Neptune, encore plus lointain. Alors, Neptune, c'est vraiment les confins du plateau. Hein. On est vraiment très très loin. D'ailleurs, on voit que c'est une zone sombre là-bas. La Terre est symbolisée par ce jeton. Et enfin, on en a un dernier, alors je ne les ai pas sortis dans l'ordre bien sûr, mais c'est Saturne ça. Voilà. On a Saturne ici. Donc voilà, là on est bon au niveau du repérage des différents secteurs de jeu. On a encore 4 petits jetons à disposer qui correspondent en fait à des décorations que l'on peut remporter si les choses se passent mal en fait. Parce que là on est sur une approche très anglo-saxonne de l'exploration spatiale. C'est-à-dire que eh bien, le fait d'échouer n'est pas une fin en soi, il constitue une expérience qu'il est important de valoriser, que Phil et Clown valorisent. C'est-à-dire qu'échouer, c'est pas ne rien faire, ce n'est pas euh, la fin de toute chose. C'est la continuité d'une aventure. C'est un passage presque obligé. Donc en fait, il y a des médailles pour récompenser les échecs. Et ça, j'adore cette dimension. On devrait l'enseigner à l'école bien plus que à nous bassiner avec des réussites incontournables. On peut tout à fait réussir, mais en apprenant de ses échecs, c'est ça l'idée. Enfin, sur le plateau, on a une zone comme ça ici, qui constitue un petit peu le marché financier qui correspond aux différentes ressources qu'on va pouvoir trouver dans l'espace, qu'on va mettre à profit, bien sûr, pour financer d'autres missions. Et donc, sur chaque élément, on va positionner un aqua. Voilà, donc c'est le plateau d'exploration. Et en fait, ces aquas seront décalés lorsqu'on construira des usines qui produisent elles-mêmes des matériaux, des ressources, et ce qui agira sur le cours financier de ces mêmes matériaux. Alors il faut savoir aussi que ça c'est un endroit où on va pouvoir gagner des points en construisant des usines notamment. On y reviendra. Voilà. Là, on a fini totalement l'installation du plateau central, donc il n'y a pas grand-chose hein, quand on joue dans cette configuration-là. Il existe des missions spécifiques où on vient ajouter d'autres pions pour découvrir d'autres choses, etc. Mais là, on n'en a pas besoin. Notre découverte va vraiment porter sur ce qui est déjà sur le plateau. C'est la fin de la mise en place. On va tout de suite démarrer la partie. Et puis, plutôt que d'expliquer comme ça comment ça marche et tout, je vais vous expliquer moi ce que j'ai envie de faire et d'où on part, et puis quelles sont mes intentions. Et pour ça, il va falloir qu'on commence à jouer en fait pour pouvoir un petit peu envisager les choses.
parce qu'on est assez libre dans ce jeu. Et puis, juste avant de démarrer, je vais quand même vous expliquer dans quel type de mission on va se placer. Et je vous retrouve tout de suite pour ça d'ailleurs. Alors pour commencer, ce qui va être important, ça va être de déterminer le scénario utilisé pour cette partie. High Frontier for All est un jeu à scénario. Les scénarios sont contenus pour Race for Glory dans le livret Race for Glory. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Sinon, ils sont contenus dans l'annexe, qui est un livret à part et qui contient beaucoup de scénarios solo, multijoueurs, compétitifs, coopératifs ou enfin, en tout cas de différentes formes comme ça pour le jeu complet. Donc là, on va utiliser l'un des scénarios de Race for Glory. On va aller le chercher. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle ce scénario, je crois que c'est au début. Voilà, il est là et il s'appelle Race to the Top. Ce scénario consiste en un jeu complet de 48 tours, soit 48 ans, donc 4 fois le tour du cadran, puisque ce cadran comprend 12 années. Ok, ça c'est vu. Utilisant les règles applicables du livret de règles de base à Race for Glory. Donc on applique bien toutes les règles du jeu à Race for Glory. Il y a quelques aménagements qui sont indiqués dans le livret de règles de base. Grâce à un diamant plein, on le verra. Un petit icône qui nous permet de voir si la règle est applicable ou non dans le cadre d'une partie de Race for Glory. Il s'agit essentiellement du jeu High Frontier Core, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sans événements ni support, qui sont deux aspects qui viennent approfondir le jeu, l'enrichir bien sûr, mais qui vont aussi complexifier notablement les choix qui s'offrent à nous. Et comme bon, moi déjà je suis peu expérimenté sur le jeu, mais l'idée de ma vidéo c'est vraiment de vous proposer quelque chose d'assez fluide, donc on ne va pas rentrer dans une complexité excessive pour l'instant. Le nombre de joueurs, donc c'est de 1 à 5 compétiteurs. Voilà, donc il y a une notion de performance dans ce scénario qu'il va falloir essayer d'atteindre. La mise en place, c'est selon la section C, je ne reviens pas sur la mise en place. C'est une mise en place standard qui est très proche de celle du jeu classique. Donc ça, voilà, on va considérer que c'est bon, mais avec les composantes de Race for Glory, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Des règles spéciales, il n'y en a aucune, on est vraiment sur le jeu de base. La fin du jeu, comme pour M1, donc la fin du jeu, c'est quand la dernière année, la 48e année, qu'on a fait 4 fois le tour et que notre jeton dépasse le cran d'ancienneté là, et donc la partie s'arrête. Et enfin, les conditions de victoire, eh bien, dans Race for Glory, Race to the Top, l'idée c'est de compter nos points. C'est un beat your own score. Si on est en compétitif, c'est de faire le plus grand nombre de points. Et donc, dans le jeu de base, il y a un tableau qui récapitule la manière dont on va pouvoir comptabiliser nos points. C'est la section M2, je crois. Alors en fait, au début, c'est un peu déroutant la manière dont fonctionne la règle du jeu, parce qu'il y a des renvois à différents chapitres, etc. Mais quand on a compris que tout est bien indexé, après ça va tout seul, hein. Quand on veut voir la section M, eh ben, on va chercher la section M dans la règle de base, et puis c'est tout, quoi. Voilà, donc M2, score. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de préciser ça. On a le système de comptabilisation des points de victoire. Donc, ce qui, par exemple, va rapporter des points, c'est d'avoir des jetons joueurs répartis sur la map à différents endroits. Plus on en a, plus on a de points. C'est des points bonus en fonction de la valeur des usines. La valeur des usines étant rappelée dans ce tableau-là, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Donc, il va falloir construire des usines, des colonies. L'hydratation des ressources, ça, c'est spécifique au module 2. On ne va pas s'en servir. Les Future Stars, c'est le module 0, 1, 2. Donc, les extensions qu'on ne va pas utiliser non plus dans cette partie. Donc, nous, on va utiliser que les deux premières sections A et B de ce tableau. 2 points de victoire en fin de partie. Donc maintenant que le cadre est posé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est un peu la difficulté du jeu. Donc, nous, on est dans Race to the Top, on est d'accord? Donc le but, c'est d'avoir le plus de points possible. C'est une course à la performance. Mais thématiquement, c'est pas évident. On est un peu paumé, quoi. On ne sait pas trop quoi faire au début. On est un petit peu face à nous-mêmes. Ce qu'on sait au départ, c'est qu'on a un équipage en orbite basse. On a de l'argent, et on a des compétences. Nos
nos équipages sont des astronautes aguerris. Et donc l'idée, eh bien, ça va être de partir à l'aventure, de découvrir un peu ce qui se passe dans notre entourage galactique, et puis d'essayer de mettre à profit ça pour l'humanité. Donc on est assez libre en fait, hein. Moi c'est ce que j'aime aussi dans ce jeu, c'est qu'il y a une grande liberté, ce qui peut être un piège, hein. La liberté ça se mérite, et c'est des contraintes aussi, mais quoi qu'il en soit, voilà, on est très très libre de nos choix dans ce jeu. Donc la difficulté, ça va être de se donner un cap. Donc nous, on est sur la Terre pour l'instant. Notre équipage est en low Earth orbit, en orbite basse ici. Et donc pour partir, pour dépasser tout ça, le monde connu hein, de 99,9% de l'humanité, il va falloir qu'on réfléchisse. Dans ce jeu, la réflexion, ça va passer par de la recherche. En fait, on a des scientifiques qui travaillent quotidiennement pour découvrir de nouvelles technologies qui vont faciliter la vie en matière de voyage spatial. Et c'est là un peu le début de la partie, c'est qu'on va commencer à réfléchir. Comment on pourrait atteindre les étoiles? Ces étoiles qui paraissent si lointaines, qui sont si nombreuses, mais en même temps si intrigantes, si attirantes. Comment j'y vais? Parce que là, pour l'instant, je suis assez limité. Alors, je sais aller en orbite, je sais que je peux utiliser des lanceurs, des fusées, qui vont expédier du matériel ou des hommes dans l'espace, mais après, c'est la grande inconnue. Le plateau nous donne des indications. Déjà des lieux en noir là, et puis des trajectoires possibles. Ces trajectoires, euh, elles sont dépendantes en fait des astres eux-mêmes. C'est-à-dire que eh bien, ce sont des trajectoires liées à la gravité, aux attractions gravitationnelles de tous les astres et leur conjugaison. Donc ce sont des espèces de lance-pierres comme ça, concentriques, sachant que le point de gravité le plus important, c'est le Soleil dans l'univers. Et donc c'est lui qui va euh, attirer les objets à lui. Et donc c'est cette force d'attraction qu'on va utiliser pour se propulser comme une fronde à travers l'espace et partir comme ça le long d'autres astres pour repartir, se repropulser à chaque fois et reprendre de l'élan et aller de plus en plus loin. On a deux types de mouvements possibles. On a les mouvements liés à l'attraction, à la gravité des astres, et puis on a la poussée que va générer un engin. Voilà. Et cette poussée, alors je ne vais pas m'apesantir sur les notions trop techniques parce que faut voir que dans la règle du jeu, et ça je trouve ça incroyable d'ailleurs, Phil Eklund explique tous les concepts en fait, tous les concepts de scientifiques et techniques qu'il utilise. Voilà, on a des notes de bas de page là, très denses, qui expliquent, voilà, là c'est le risque de crash, les survols, les flyby en anglais. Euh, on a un tas d'explications scientifiques pour qui veut s'intéresser au sujet, assez étonnantes et assez incroyables, quoi. Il faut savoir aussi que ce jeu est accompagné d'un site sur lequel Phil Eklund explique toutes les technologies qu'on peut croiser dans le jeu, technologie actuelle ou à venir. Moi, ça me fait halluciner, hein, je trouve ça étonnant. Bon, toujours est-il que là, pour revenir au jeu, nous, on est sur la Terre et ben moi, j'ai envie de donner des options à l'humanité. Voilà, c'est un petit peu mégalo, j'en conviens, mais l'idée, c'est quand même de nous offrir de nouvelles possibilités. Alors, évidemment, en bon terrien et en bon terrien lambda, j'ai en tête un voyage vers Mars. Et c'est un peu ça mon objectif aujourd'hui, parce que je me dis que déjà en 48 ans, bah, c'est la moitié d'une vie humaine, on va dire, la grosse moitié. L'idée, c'est de partir de la Terre, euh, d'apprivoiser notre environnement immédiat là, sur une zone héliocentrique assez médiane, un peu éloignée finalement du Soleil pour utiliser son attraction, et puis nous implanter sur Mars quoi, le plus vite possible. Alors là, les Américains essayent de gagner cette course actuellement. Ben là, nous, on va œuvrer pour que ce soit la communauté internationale qui l'emporte. Donc voilà, ça va être notre cap. Là, l'idée, c'est de partir sur Mars. Si on peut, et puis ça va être aussi au gré de nos découvertes techniques et scientifiques, ça va être de coloniser, en tout cas de mettre pied sur d'autres astres
qui peuvent être plus ou moins éloignés de la Terre, mais toujours dans cette zone-là. Parce que je ne crois pas qu'en 48 ans, je pourrais développer assez de technologies qui m'emmènent sur des zones lointaines, à moins que je fasse des découvertes particulières qui favorisent un éloignement plus conséquent. En fait, la première phase de jeu, le premier cycle qu'on va effectuer, ça va être quasiment que de la recherche, quoi. Vous allez voir que sans ça, sans recherche, on ne peut pas construire de vaisseau, on ne peut pas envisager le voyage spatial. Donc l'idée maintenant, ça va être de développer et de construire. Alors pour ça, comment je vais faire? Eh bien, je vais devoir effectuer des recherches en allant acheter des cartes. Ici, ces cartes-là, quand je fais des recherches, correspondent à des brevets. Ces brevets, je vais les mettre dans ma main, que je vais poser ici. Ma main peut être constituée maximum de 4 cartes. Donc il y a une contrainte, parce que je ne peux pas effectuer 5000 brevets. Je n'ai pas non plus 10 000 équipes qui font de la recherche pour les Nations Unies. Hein. Ça reste une mission spatiale, donc on a des contraintes. Et donc, on va démarrer par une première année de recherche. Donc là, on est dans l'année 1. Et pour effectuer cette recherche, eh bien, on va avoir le choix, à chaque tour, d'effectuer certaines actions. Quel type d'action on peut effectuer à chaque tour? Comme ça, ce sera dit pour toute la partie. Eh bien, il y a 3 types d'actions. 1, déplacer un vaisseau. 2, faire toutes les actions gratuites qu'on peut ou qu'on veut. Et 3, terminer par une opération payante. Une opération payante, c'est une action spécifique. Et ces opérations sont résumées dans l'aide de jeu à la première page. Donc c'est bien pratique, on va pouvoir piocher des idées là-dedans et voir un petit peu ce qu'on peut faire. On est en début de partie, on n'a rien en main si ce n'est notre équipage qui est déjà en orbite, donc on sait faire ça déjà, c'est pas mal. On a un lanceur qui est voilà, à étage là, qui est assez performant, polyvalent. Ça, c'est le triangle de poussée, donc qui nous permet un voyage assez lointain, mais qui consomme, on le voit là, la goutte, en fait, correspond à la consommation de carburant. C'est-à-dire que pour chaque cran, là, on a 12 crans possibles, de 12 étapes de voyage, on a une poussée de 12. Et pour chaque unité, il va falloir dépenser 9 unités de carburant. Donc 12 fois 9, ça fait 99, ça fait 108 unités de carburant. Quand on regarde l'échelle qui représente un réservoir de lanceurs, de fusées, on voit que celui-ci va jusqu'à 32 en max. Donc on voit que cette option-là va être difficile. Il va falloir qu'on développe des lanceurs plus performants, des vaisseaux plus performants qui nous permettent de voyager à moindre coût, avec moins de carburant. Voilà, parce qu'il faut comprendre qu'en fait, ce lanceur-là, pourquoi il est aussi puissant, mais qu'à la fois il est aussi gourmand en carburant, bah, c'est que le but, c'est de s'arracher de la gravité terrestre qui est forte. Et donc, pour ça, il nous faut de la puissance et il faut déployer de l'énergie, et ce qui est coûteux en carburant. Une fois qu'on a quitté l'orbite terrestre, après, c'est beaucoup plus facile de se propulser dans l'espace. Donc, l'impulsion nécessite moins d'énergie. C'est pour ça qu'on va essayer de développer des véhicules plus adaptés au voyage interstellaire plutôt qu'à l'arrachement à la gravité. Donc ça, on l'a de toute façon. Hein. Déjà, c'est ce qu'on a au début. On a notre lanceur. On est capable de s'arracher d'un astre avec une gravité de 2, voilà, on va dire. Donc d'une gravité assez forte. Je vais essayer de développer une nouvelle technologie de propulsion. Donc pour ça, on va faire une action de recherche. Donc une action de recherche, donc c'est pas déplacer un vaisseau, bien sûr. Les actions gratuites, pour le moment, j'en ai pas vraiment parce que j'ai rien à manipuler sur mon plateau. Les actions gratuites nous permettent de manipuler les éléments qu'on aurait déjà sur notre plateau. Et les opérations payantes, eh bien, voilà, on a tout le menu, là, un peu comme au resto. Donc, on n'a qu'à choisir recherche. Eh bien, on peut vendre aux enchères la carte supérieure de n'importe quel paquet brevet. Donc, les paquets brevets, c'est ceux-là. Alors, vente aux enchères, c'est une conception qui est valable en compétitif. Nous, en solo, c'est un peu différent. On utilise une variante qui est dans l'annexe. Je vais vous passer les détails, mais en gros, là, on est sur le premier cycle de 12 ans. Les cartes valent 1 aqua. C'est-à-dire quand je vais acheter une carte, je vais dépenser 1 aqua. Le temps va passer, la recherche va s'intensifier, mais aussi l'intérêt, la concurrence aussi. Donc, lors du deuxième cycle,
les recherches coûteront 2 aquas. Troisième cycle, 3 aquas. Quatrième cycle, 4 aquas. Donc plus ça va, plus le temps passant, plus le coût des technologies va augmenter. Donc il va falloir intensifier nos recherches au début, prendre de l'avance en fait. Donc là, je vais dépenser un aqua, concrètement, hein, pour acheter ce premier brevet de propulseur. Alors je suis un peu obligé de prendre ce qui vient parce que bah, c'est au gré de la recherche, quoi. On ne découvre pas tout d'emblée. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé comme, comme idée? C'est la propulsion par induction pulsée. Comme ça fait envie. Voilà, je vous rappelle, hein, ce sont les cartes pour Race for Glory. Et donc, c'est un propulseur avec une masse de 3. La masse, en fait, c'est ah oui, c'est la quantité de matière, le poids qu'on doit propulser dans l'espace pour le mettre à disposition de notre équipage. Donc, ça a une importance puisque bah, envoyer des objets lourds dans l'espace, c'est coûteux. Donc, ça, on verra après. Donc, la masse, ça a une importance. Alors là, on a un schéma technique de ce système de propulsion à induction pulsée. Je ne vais pas m'attarder, hein. Par contre, on a des petites données comme ça, des petits descriptifs, à la fois schématiques et textuels, qui nous permettent de comprendre la technologie. On a aussi une comparaison avec l'astronome, ça j'aime bien aussi. Et puis en bas ici, on a un triangle de poussée. Alors c'est quoi ce triangle de poussée? Ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à propos de notre lanceur terrestre, enfin notre lanceur standard, on va dire. Et donc, on voit que ce système de propulsion nous permet d'effectuer 4 mouvements, et chaque mouvement nous coûte 2 en carburant. Donc évidemment, c'est beaucoup moins coûteux en carburant que cette fusée-là qui s'appelle Liberty. D'ailleurs, je suis en train de voir, voilà, c'est la fusée Liberty qui développe une poussée de 1,34 méganewtons avec une spec imp, je ne sais pas ce que c'est exactement, KS. Ça, il faut regarder, et tout est expliqué sur le site qu'a construit Philippe Clown d'ailleurs. Donc voilà, là on a une poussée qui est moindre. Ouais, poussée 60 newtons chacun. Ok. Impulsion spécifique 2 ks. Puissance totale 5 méganewtons. Je ne sais pas ce que c'est. Rendement 72%. Ergol, c'est H2O. Donc en fait, ça utilise du carburant. L'ergol, c'est le carburant. C'est ce qu'on va mettre dans nos réservoirs. Et ça utilise de l'eau. On va voir que c'est l'hydrogène, le principal carburant utilisé, notamment au début de partie. Après, ça peut évoluer. Mais là, c'est de l'hydrogène. Donc, en fait, quand on fait un mouvement, on va dépenser 2 étapes d'ergol, 2 étapes d'hydrogène. Donc, on déplacera de 2 crans un jeton ici qu'on va venir positionner à un moment donné lors de la préparation de la mission. Donc, bon, c'est pas le propulseur de l'année, mais il est intéressant. De l'autre côté, on a une technologie avancée qu'on pourra développer de façon extraterrestre, donc dans une usine qu'on aurait construite ailleurs dans l'espace, et qui, on le voit notamment au niveau du triangle de poussée, beaucoup plus performante. C'est-à-dire que là, on avait un 4 pour 2, enfin, une poussée nette de 4 pour 2 ergols, donc à chaque fois qu'on fait une étape, hein, on dépense 2 de carburant, donc pour 4, il faut dépenser 8, alors que là, la puissance est moindre, mais par contre, la consommation est divisée par 3, puisque pour un mouvement, on dépense un tiers d'étape d'ergol, ce qui est ridiculement bas. Donc pour 4 étapes, on passerait à 4 tiers, quoi, si on ramène au nombre d'étapes ici. Il reste une information sur cette carte, c'est cette lettre-là qui correspond au type astral de la carte. Le type astral de la carte, c'est le lieu où pourra être construit la technologie extraterrestre de cette carte. Donc là, pour pouvoir construire le propulseur à ion de 2 étages à 4 grilles sur un astre extraterrestre, il faudra implanter une usine sur une zone de type C. Ça tombe bien, parce que Mars, voilà, oui, en fait, le sens de lecture correspond à la position héliocentrique, hein, donc on tourne autour comme ça. Donc là, on a des indications qui sont un peu à l'envers par rapport à la prise de vue, mais ce qui est sûr, c'est que Mars propose ce type spectral-là. Donc potentiellement, ce propulseur et sa version extraterrestre peut être produite sur Mars. Donc ça, c'est intéressant. Donc cette carte, même si elle n'est pas très performante, elle se conjugue avec mes objectifs. En tout cas, elle ne va pas en contradiction avec mes objectifs. Ce qui veut dire, si j'utilise ça, je peux imaginer que bah voilà, ça peut être un peu adéquat. On va voir si c'est le cas,
parce que encore faut-il qu'elle me permette d'atteindre Mars, hein. Ce système de propulsion n'est pas forcément le plus adapté. Alors évidemment, quand je fais des recherches, ça amène d'autres idées. Et là, on voit par exemple qu'on a un nouveau propulseur, une nouvelle idée de propulseur qui se dessine, qui est le propulseur à effet de Hall. Alors lui, il est un peu moins performant en termes de poussée, il est tout aussi coûteux. C'est un type C aussi, par contre, sa masse est réduite, donc il est moins coûteux. Il est moins coûteux à envoyer dans l'espace, notamment dans sa version terrestre. Donc bon, voilà. Après, il faut faire des choix. Si c'est plus coûteux, il faut que je me débrouille pour gagner plus d'argent. Est-ce que, par contre, il va me permettre de franchir assez d'étapes en un temps limité aussi, puisque j'ai la notion chronologique qui va intervenir. On est limité dans le temps, on a 48 ans, donc il va falloir absolument faire des choix. Je vais rester sur mon propulseur. Alors là, je l'ai acheté, donc je dépose ce brevet. C'est une technologie que j'ai développée et que je possède désormais, hein, que j'ai acheté. Il est dans ma main. Voilà, c'est bien à moi. C'était mon opération pour cette première année. Le temps passe, on a terminé notre opération, on voit que le tour de Race for Glory s'est terminé par une opération payante, la recherche étant une opération payante, donc j'avance mon disque d'ancienneté sur la deuxième année. Deuxième année, on poursuit les recherches, hein, on ne va pas s'arrêter là. Il va nous falloir un module d'exploration. Les modules d'exploration dans le jeu, ce sont des robonautes. Alors, je ne sais plus si j'ai mélangé, mais on va dire que oui. Le marché nous propose, alors normalement, je n'ai pas le droit de le prendre, mais c'est pour vous le montrer à la caméra. Le marché nous propose ce robonaute-là qui est un rover à volant d'inertie. C'est un machin sur roue euh, avec une antenne à micro-ondes. Il est assez gros quand même, hein, quand on voit la taille de l'astronaute ici. Donc c'est quand même un véhicule assez gros, donc une masse assez importante. Ici, on a un type ISRU. Le type ISRU, c'est le type de système d'exploration euh, plus ou moins adapté à certains sites. Bon, ça, je ne vais pas trop m'appesantir, on va y revenir lors de la phase de prospection, mais en gros, là, c'est un module d'exploration, ce rover, utile sur des objets astro assez conséquents, assez gros, hein. Si on veut utiliser ce véhicule sur un petit objet astral, c'est pas adapté. C'est trop gros. Donc là, on voit qu'il y a un système ISRE. De plus, on a le symbole rover ici qui va nous permettre de faire une exploration particulière dans certains secteurs, mais on va y revenir. Donc, eh bien, moi j'aime bien, c'est pareil. Nous, on veut aller sur Mars, donc de toute façon, un rover de la taille d'un gros véhicule sur Mars, sur une planète, c'est pas un problème. Donc, je vais l'acheter aussi pour un aqua. Je vais développer cette idée et je vais déposer le brevet, ce qui signifie que ces brevets désormais m'appartiennent et que donc potentiellement je peux les vendre. Là, en l'occurrence, je ne vais pas les vendre parce que je vais m'en servir pour, pour une future expédition. Est-ce que je peux tout de suite lancer une mission? Eh ben, c'est une question que je vais me poser dans la suite de l'aventure. Là, j'ai acquis une nouvelle technologie, donc c'était mon opération payante. Donc c'était la fin de la deuxième année, je passe à la troisième année. On voit que les années vont s'enchaîner comme ça en matière de recherche, mais que petit à petit aussi, grâce à nos recherches et aux technologies qui deviennent disponibles, on va pouvoir envisager d'autres actions. Notamment là, dès la troisième année, puisqu'on va pouvoir déplacer une fusée potentiellement ou faire des actions, et ou d'ailleurs faire des actions gratuites, eh bien, il va être intéressant de réfléchir à ça rapidement, parce que les années passent déjà, et là, il ne nous reste plus que 45 ans déjà. Donc c'est assez rapide. Donc là, ce que j'ai envie de faire, dans la mesure où j'ai un lanceur relativement efficace et un rover qui me permettrait l'exploration d'un gros objet astral, eh bien, j'ai envie de lancer ces appareils vers Mars le plus rapidement possible. Là, l'étape suivante, c'est de mettre en production, de fabriquer ces éléments. Comment procéder? Eh bien, l'action qui consiste à passer d'une idée papier à du matériel
physique que l'on va placer en orbite, c'est une action, une opération payante de boost. Voilà, alors, alors ça, elle n'est pas traduite, hein, mais de boost, voilà, qui est ici, qui consiste à envoyer des cartes blanches de la main, donc notre main elle est en bas ici, là, vers les hauts, donc vers Low Earth Orbit. Et donc pour ça, eh bien, on va payer en aqua le montant de la masse à mettre en orbite. Donc là, on a une masse de 3 plus 2, donc c'est assez cher quand même. Et pour propulser ce matériel que je viens de construire en orbite, eh bien, je vais devoir dépenser en aqua la somme équivalente au total, à la masse totale de tout le matériel. Donc là, je vais dépenser 5 aqua. 1, 2, 3, 4, 5. S'agissant d'un boost, c'est une opération payante. Donc, eh bien là, je vais mettre mon cube sur le disque pour me souvenir que j'ai fait mon opération payante. Je dépense les aquas et ces cartes, qui étaient des brevets, deviennent des matériels. Donc, je les prends et je les envoie en Léo, rejoindre notre équipage qui va le stocker pour le moment et puis l'entretenir. Hein. Ce sont des gens compétents, ils savent quoi faire avec pour le préparer à de futures missions. C'est déjà la fin de la 3e année. J'ai fait mon opération, donc ça met fin à mon tour. J'avance mon disque d'une année. Il nous reste 44 ans, on est dans la 4e année déjà. Et là, évidemment, j'envisage de poursuivre nos recherches en opération payante, mais avant ça, je me dis qu'il est peut-être temps de lancer une première mission d'exploration. J'en ai les moyens techniques. Par contre, au niveau financier, je ne sais pas si je peux vraiment l'envisager. Et pour ça, on va faire déjà un petit calcul. On va regarder ce que nous coûterait le lancement et le déplacement d'un véhicule composé d'un lanceur et d'un robonaute, d'un propulseur et d'un robonaute dans l'espace vers Mars. Pour ça, eh bien, on va calculer la consommation du vaisseau, consommation nécessaire au voyage de la Terre de Léo vers Mars. Pour calculer ça, eh bien, on va commencer à étudier les performances de notre vaisseau. D'accord? Donc d'abord, on choisit quel propulseur va nous servir à nous déplacer, à générer la poussée initiale nécessaire. Nous, on n'a qu'un propulseur, en tout cas qu'un seul véhicule qui dispose d'un triangle de poussée, donc c'est notre propulseur qui s'appelle propulseur par induction pulsée. Ok? Sachant qu'on a déjà financé l'envoi de ce matériel, en utilisant certainement des lanceurs de ce type-là, dans l'espace. Hein. Ils sont en orbite basse terrestre. Donc ça, on n'a pas à s'en soucier. Là, on veut vraiment financer le voyage de Léo, ici, vers Mars. On va voir qu'on va choisir un chemin et tout. Pour effectuer ce voyage, on va utiliser ce véhicule-là, le propulseur à ion. Ok? Alors, il est toujours en Léo pour l'instant, mais bien, je vais considérer que je vais le préparer et que je vais le mettre dans sa phase lanceur. Donc, je vais le positionner ici sur la case lanceur. Et comme je veux emporter le robonaute, puisque c'est lui qui va nous permettre d'explorer Mars, eh bien, je vais mettre son robonaute avec. Ok? Donc mon lanceur ici est composé de 2 composants, le propulseur et le robonaute. Comme tout à l'heure, on va regarder leur masse totale en additionnant la masse de chaque élément. Donc là, on a une masse de 5, ce qui signifie que quand j'additionne ça, eh bien, le véhicule que je suis en train de construire, de mettre en orbite et que j'envisage de lancer vers Mars, il a une masse de 5. Donc je vais regarder ici et je vais établir la masse sèche, c'est-à-dire sans carburant, de mon véhicule. Donc 5, je vais prendre ce petit jeton là, on voit masse sèche, et je vais le positionner sur le cran correspondant à ma masse actuelle. Donc, nous, on est à 5. On voit que je rentre dans cette catégorie-là. On voit que là, il y a une typologie de vaisseau. Mon vaisseau, quand il est à vide,
il a une masse de 5, il correspond à un type de vaisseau éclaireur, et on verra que ça a une incidence sur la poussée nette qu'on va pouvoir mobiliser pendant un déplacement. On reviendra sur cette notion-là. Et tout se fait automatiquement. Ce qui est sûr, c'est que là, on a observé la masse, qu'il y a 5 à expédier dans l'espace, une masse de 5 à expédier dans l'espace, donc je mets ma masse sèche ici. Seulement pour expédier ce matériel vers Mars, il va falloir du carburant. Et ce carburant, il dépend à la fois de la distance à parcourir, mais aussi de la masse. Parce que le carburant, c'est un réacteur qui va nous permettre de générer de l'énergie à travers une explosion, et donc qui va propulser dans dans une impulsion notre vaisseau vers Mars. C'est ça l'idée. Et donc le carburant nécessaire, eh bien, on va le calculer. Comment on fait? Eh bien, pour ça, on va essayer de regarder quel trajet on peut effectuer. Il y a plusieurs trajets possibles pour aller vers Mars, sachant qu'on est toujours vers le Soleil, donc en fait, on va utiliser la gravité solaire, mais également la gravité terrestre, peut-être la gravité lunaire, ou peut-être euh, d'autres trajets qui vont nous permettre d'atteindre la zone martienne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option? On est en Léo, et on voit que là, il y a pas mal de traits. Ce qui est bien fait sur l'aide de jeu, c'est que là, on a des poteaux indicateurs, et on voit que en bas, dans les poteaux indicateurs, on a une flèche rouge qui correspond au trajet vers Mars, ici. Donc ça, c'est un des trajets possibles pour aller vers Mars. Donc pour aller vers Mars, si on regarde bien, d'après les calculs mathématiques des astrophysiciens, on peut partir de Léo, suivre le trajet rouge ici, qui se poursuit vers Géo, vers ce point-là qu'on va appeler L2. Donc ça, on reviendra tout à l'heure, mais c'est un point de Lagrange, en fait, c'est un point de navigation. Ensuite, on va voir qu'il passe par ce point rose là. Non, ça, on est sur la bleue, pardon. On va voir que là, il y a un angle droit. Donc ça s'appelle un Oman. On verra qu'un Oman, en fait, c'est un virage qui nécessite une manœuvre de notre part, donc qui va coûter encore du carburant, parce qu'il y a un changement de cap. Et ensuite, on voit qu'on est toujours sur la route rouge, qui nous permet, alors il y a un petit 3 là, qui ressemble au 3 qu'on trouve sur la poussée et dans le triangle de poussée, donc qui va correspondre à un nombre de poussées nécessaires. Et on voit que le trajet rouge passe comme ça à proximité de Mars et qu'on peut même bifurquer ici, en L2, pour rejoindre une nouvelle zone un petit peu complexe ici qu'on va expliquer tout à l'heure pour arriver vers Mars. Voilà, donc il y en a une possibilité. Mais on voit aussi, en étudiant le ciel et puis le comportement des astres et puis les connaissances physiques et techniques qu'on a du vol spatial, qu'il y a d'autres solutions. On a par exemple le vol bleu là, qui lui bifurque avant le Oman ici, et qui passe à proximité de Mars, mais on voit qu'il passe vraiment très près de Mars, mais qui va nécessiter pour intégrer une approche vers Mars des opérations particulières. On voit qu'il y a un petit schéma de parachute ici avec un +1. Ici, il y a un LMO. Ici, il y a un petit symbole qui s'appelle un lander burn. Voilà, qui sont des opérations un peu particulières. On va regarder tout ça dans le détail après. Ce qui est sûr, c'est que on a déjà deux chemins possibles. Alors, il y en a bien d'autres, hein. On peut aussi passer en utilisant l'attraction lunaire, par exemple, en utilisant le chemin vers là. On voit que ça passe à proximité de Mars. Mais ici, il y aurait peut-être un sujet plus complexe. Il faudrait changer de direction, revenir là. Enfin, il y a tout un imbroglio. Moi, comme ça me paraît plus compliqué. J'ai pas trop envie de jeter de me concentrer sur ce trajet. Après, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu différents, qui passent de l'autre côté. Enfin, bon, il y a plein de possibilités. Moi, j'ai envie quand même de sélectionner le trajet le plus court là vers Mars, ce qui va être déjà une aventure en soi, et essayer de faire le plus simple possible. En tout cas. Donc, pour ça, je vais sélectionner soit le rouge, soit le bleu. Alors, par expérience, parce que j'ai déjà fait ce trajet, je vais sélectionner le bleu, simplement parce que pour moi, c'est le moins consommateur
c'est le moins consommateur de carburant. La contrepartie, c'est qu'il est plus risqué que le trajet rouge. Le trajet rouge, lui, il est un petit peu plus long, il consomme un peu plus de, de carburant, mais il est plus safe. On le verra. Parce que moi, je vais utiliser des systèmes, là, notamment pour l'approche et l'atterrissage, plus hasardeux. Mais c'est un choix. Après, là, c'est que du matériel. Alors, c'est de l'argent, c'est sûr. Il n'y a pas de vie humaine en jeu. Donc, je peux me permettre de prendre ce genre de risque, hein, sachant que c'est une première. Donc, bon, bah, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Et l'exploration spatiale, de toute façon, a quand même cette culture du risque. Donc, on va faire ça. Donc, puisque j'ai sélectionné mon trajet, là, qui est le plus court, eh bien, j'ai plus qu'à compter maintenant le carburant nécessaire. Pour connaître le carburant nécessaire, je vais regarder le nombre de points de passage rose. Ici, dans Race for Glory, il faut comptabiliser que les nombres de points de passage rose. Peu importe ce qui est écrit dedans ou s'il y a des symboles autour, on va regarder le nombre de points de passage. Ces nombres de points de passage nous indiquent le nombre de burns. Le burn est une étape de poussée nette, en fait, qui correspond à la capacité de déplacement de la fusée. Donc là, c'est 12. Et puis si on utilise notre propulseur, en un tour de jeu, notre propulseur est capable de générer 4 burns. Donc, 4 burns, ça peut nous emmener assez loin, mais est-ce que ça va être suffisant pour aller jusqu'à Mars en une seule année, en fait? C'est ça la question, c'est est-ce que le temps nécessaire va être limité ou est-ce qu'il faut que je prévoie plusieurs années pour atteindre notre objectif? Eh bien, on va regarder. Donc, par la section rouge, par le chemin rouge, qu'est-ce qu'il nous faudrait en burn? Eh bien, il nous faudrait déjà de Léo passer par Cinder, c'est quasi par Cycler, pardon. C'est une zone incontournable. Voilà, qui s'appelle comme ça parce qu'il y a des règles spécifiques dans le jeu complet, qui ne sont pas utilisées ici. Donc Cycler, premier burn, donc 1. Ensuite, on passe par Géo, deuxième burn. Ensuite, on franchit un point de Lagrange. Étant un point de navigation, vous voyez, le point est creux, enfin il est translucide, il est transparent, donc ce n'est pas un burn, c'est juste un point de passage, un point de navigation. Par contre, là, je vais avoir à changer de direction. Et changer de direction dans Race for Glory, eh bien, on regarde ici, légende du plateau. Donc, quand on change de direction d'une manière ou d'une autre, là, on serait sur la configuration de gauche, hein, ici. On voit, c'est des chemins qui se croisent. Et pour changer de direction, il s'agit d'effectuer un Oman qui consiste à passer au travers ou dépenser 2 burns pour changer de direction. Alors, passer au travers, ça voudrait dire que j'irai tout droit, par exemple, ici, là. Là, ça ne me coûterait rien pour rejoindre F5. Si je veux changer de direction, ça me coûte 2 burns. 2 burns, donc c'est comme si j'avais 2 points ici, 2 points roses. Ok, donc mettons que je fais ça. J'ai 1 point, 2 points, plus 2 ici pour le Oman, ça fait 4. Je continue mon trajet. Là, j'arrive à un L2. C'est un point de Lagrange encore, donc je peux changer de cap sans problème pour rejoindre cette zone d'approche. Et j'ai un nouveau burn, donc je suis à 5 burns ici. Là, je passe un nouveau point de Lagrange. J'ai des options ici d'approche, mais risquées. On le voit, il y a une tête de mort, ce qui déjà, même sans connaître l'iconographie, ne présage rien de bon. J'ai des parachutes. Là encore, c'est une activité un peu risquée, donc on peut se douter qu'il y a des tests à faire à ce moment-là. Alors que si je vais tout droit, ici, j'ai un lander burn, c'est-à-dire un burn avec des pieds. Et ce lander burn va consister encore une étape de poussée. Donc là, ça m'amènerait à 6. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand j'ai un lander burn à faire, c'est que je vais utiliser un système d'atterrissage à propulsion, c'est-à-dire que je vais compenser la gravité de là sur lequel je veux atterrir pour ralentir ma chute et atterrir de manière en préservant l'intégrité du matériel du vaisseau. Donc ça va me coûter encore du carburant tout ça, parce que pour atterrir sur une planète sur Mars, même si la gravité n'est pas aussi forte que celle de la Terre, eh bien il y a quand même une forte gravité, donc il faut beaucoup de carburant, au même titre qu'il en faut beaucoup pour s'arracher de la gravité terrestre. Donc, on voit que là, déjà, sans rien connaître, j'ai 6 points roses, donc 6 burns, donc 6 étapes de carburant. Mon propulseur, 6 étapes de déplacement, pardon. Mon propulseur, il me permet en une année d'effectuer 4 déplacements, parce qu'après, c'est la vitesse de propulsion, on va dire. Donc, déjà, je vais mettre plus d'un an à me déplacer en utilisant le trajet rouge. D'accord? En plus,
si je fais 6 fois 2, en considérant que j'utilise que ce propulseur-là, ce qui est faux puisque je devrais utiliser un propulseur adapté pour atterrir, celui-ci n'étant pas du tout adapté, ça on le verra un peu plus tard, eh bien je vais au bas mot utiliser 12 étapes, 6 fois 2, 12 étapes de carburant. Les étapes de carburant, c'est l'écran qu'on voit ici. C'est l'écran blanc ou noir. Pour mesurer le nombre d'étapes de carburant dont j'ai besoin, eh bien, je vais regarder. Ici, j'en aurais besoin théoriquement de 12, donc ça ferait 3. Là, c'est 1, 2, 3 étapes. Plus 2, 5, 1, 2. Plus 2, 7. Plus 2, 9. Plus 2, 11. Et il n'y a pas le 13, donc je vais aller jusqu'à 14. Ce qui veut dire que là, pour faire le plein de carburant pour aller jusqu'à Mars avec mon propulseur via la route rouge, eh bien, j'ai besoin de 14 étapes de carburant ou d'ergol. Donc j'ai besoin de faire un plein de 1, 2, 3. Donc ça fait 9, 11, 11 et 2, 13. Donc voilà, j'ai besoin d'aller jusqu'à 10 en carburant. Pour ça, il va falloir que je dépense eh bien, 1, 2, 3, 4, 5 aqua. Parce qu'en fait, un aqua, quand je fais le plein, finance un plein à hauteur d'un cran noir. Donc si je dépense un aqua, eh bien j'aurai un cran de réservoir supplémentaire. Là, il me faudrait 5 ergols. Donc déjà, c'est coûteux de dépenser autant de carburant pour aller sur Mars. Il y a un autre aspect, c'est que lorsque je vais faire le plein, alors d'ailleurs, je n'ai pas mis le petit jeton correspondant, lorsque je vais faire le plein, eh bien, je vais alourdir le vaisseau. Donc cette fois, je vais mesurer mon vaisseau avec sa masse sèche plus la masse que représente le chargement de carburant. Là, je mets 5 5 crans de carburant. Donc ma masse va être augmentée 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Donc je passe d'une masse sèche de 5 à une masse en charge, sous-entendu avec le carburant, de 10. Ce qui veut dire que là, je change de catégorie de vaisseau. J'étais sur un vaisseau d'éclaireur qui n'avait pas de malus en termes de poussée. C'est-à-dire que moi, j'ai une poussée de 4 ici. Je mets mon vaisseau là. J'ai 4 étapes de poussée pendant mon année. Si j'augmente la masse de mon vaisseau, eh bien, je vais avoir un transport, donc un vaisseau plus lourd, qui va perdre une étape de poussée. Donc, je vais modifier ma poussée nette, je vais la réduire, donc je n'aurai plus 4 étapes, mais 3 étapes. Ce qui signifie qu'en une année, je ne pourrai même pas changer de direction. Je vais faire une étape, 2 étapes, et là, je serai sur 3, 4. Or, je ne peux pas faire la moitié d'un franchissement de Oman, il faut que je finance les deux, donc nécessairement, il va falloir que j'attende l'année suivante pour tourner, ce qui n'est pas du tout rentable. Pourquoi c'est aussi compliqué? Ben parce que là, j'utilise un chemin qui est lui-même dépendant de la gravité terrestre et que il va falloir que je lutte contre l'attraction solaire pour changer de direction. Donc ça me demande beaucoup d'énergie. Enfin, c'est ce que je comprends en tout cas. Donc voilà, donc vous voyez que le trajet rouge, il est plus safe, mais il est beaucoup plus contraint. Donc moi, c'est pour ça que je vais opter pour le trajet bleu par expérience. Et le trajet bleu, eh bien, je fais la même chose, je regarde. Alors c'est un peu, là, je prends le temps, donc forcément, je vous explique vraiment de manière détaillée ce que je suis en train de faire. Mais là, le trajet bleu, eh bien, il me fait passer aussi par cycleur, donc 1 par Géo. Je passe par le Léo Lagrange 2, par le point de navigation, et je bifurque tout de suite. Quand je bifurque, alors que je suis sur un Lagrange, ça ne me coûte rien. En fait, ce point de navigation, c'est un point d'équilibre en termes de gravitationnel, donc je peux changer de direction sans avoir de poussée à générer, parce que je vais utiliser, vous voyez là, il y a un trait, il y a la gravité solaire qui passe, et je vais utiliser ça, cette énergie-là, pour me repropulser, pour me rediriger vers Mars. Donc, c'est un espèce de carrefour des forces ici que je vais utiliser, carrefour des forces naturelles et stellaires, que je vais utiliser sans carburant, donc ça ne me coûte rien. Donc c'est 1, 2 ici, là ça ne me coûte rien. Par contre, à la distance étant assez importante et cette force de gravité conjuguant deux forces elles-mêmes qui se compensent, donc
affaibli la propulsion. Donc là, je vais devoir réengager les moteurs et redonner un petit coup de propulsion. Donc j'ai un burn supplémentaire. Donc je suis à 3 burns. Et puis je vais avancer. Et là, ce qu'on voit, c'est que j'ai un +1. C'est plus un burn, c'est un +1. Et ces zones-là, ça correspond, si je regarde la légende, à un bonus de survol qui correspond à plus X burn pour ce tour, traité comme une intersection de Lagrange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'arrive sur ce point, eh bien, je gagne un burn. Donc là, j'en ai dépensé 3, d'accord? Et là, je vais gagner un burn gratuit, en fait, bonus. Pourquoi? Parce que, eh bien, j'arrive vers Mars et en fait, j'utilise la gravité de Mars pour continuer à me déplacer. Or là, je vais piloter un peu et je vais utiliser cette gravité pour me déplacer et me rapprocher de Mars. D'accord? Là, je vais rentrer en contact avec cette gravité de manière plus forte. Donc, j'ai un nouveau burn ici à financer. Sauf que, eh bien, c'est sur l'élan de la gravité générée par Mars que je vais générer le burn nécessaire. Donc, eh bien, si j'étais à 1, 2, 3 burns, je suis toujours à un burn gratuit, donc il va financer ce burn-là, tout simplement. Et puis là, je peux continuer. Alors, soit je peux choisir d'atterrir au moins de ma propulsion, et là, on sait que ça va me coûter beaucoup de carburant puisqu'il va falloir que je résiste pour pas que le vaisseau se désintègre à l'atterrissage. Ou alors, je vais utiliser un autre système. Et là, j'ai 2 systèmes proposés. Selon le site qui peut accueillir mon vaisseau, j'ai plusieurs sites d'atterrissage, j'en ai 2, même 3 vraisemblablement. Un qui part ici, mais qui va me coûter un burn pour faire le tour de la planète. J'aurai un test spécifique là et un autre test spécifique là. Là, j'ai la possibilité d'arriver vers cette zone. Alors, je vais vous donner les noms là, des sites d'atterrissage possibles. Là, c'est Elas Basin Buried Glaciers. Voilà, donc c'est glacier du sud de la planète. Je peux aller aussi dans l'Arcia Mons Cave. Donc là, je peux atterrir au niveau des grottes d'Arcia, au nord. Et de l'autre côté, je peux atterrir ici. Donc c'est quoi ça? Bah, au pôle nord carrément de la planète. J'ai 3 sites. Sachant que le pôle nord est vraiment loin, qui me rajoute des burns, donc on va l'écarter tout de suite. Ici, il y a un test qui me plaît pas beaucoup. En gros, c'est un test de risque de crash, parce que l'accès est compliqué. Là, la tête de mort, c'est ça, c'est un risque de crash. Et là, j'ai un test d'aérofreinage, parce que je vais opter pour non un atterrissage ralenti par une poussée, mais par une voile d'aérofrein, un parachute. Et donc, c'est un test pour voir si le parachute tient. On voit que pour atterrir aussi à Arcia, c'est pareil, il y a un test de freinage. Mais ce qui est l'avantage, si c'est risqué, si on peut rencontrer un dysfonctionnement et perdre le vaisseau, d'un autre côté, ça va nous éviter de financer un atterrissage coûteux en carburant. Donc ça va alléger notre vaisseau. Donc moi, je pense que je vais finalement opter pour ce risque-là. Tant pis, c'est un risque mesuré. Après, on a développé des brevets, donc on va être capable, même si on perdait le vaisseau, de le reconstruire et de le renvoyer dans l'espace. On est au début de la 4e année, donc on a le temps finalement de prendre un risque. Et donc je vais opter pour ce déplacement. Ok. Donc on est toujours dans notre 4e année, on a fait nos calculs, on a regardé. Alors du coup, que nous coûterait ce déplacement par la voie qui s'appelle Léo-Cérès, oui, parce qu'elle peut nous emmener jusqu'à Cérès, ici, qui est un autre corps astral, qui nous intéressera certainement plus tard. Eh bien, simplement, bah, je vais compter le nombre de burns. Hein. Donc là, j'ai cycleur, géo, donc ça fait 2. Le Lagrange, je ne le compte pas. 3. Et puis là, j'en ai un gratuit, donc celui-ci va être compensé. Je suis toujours à 3. Je ne vais pas utiliser le Lander Burn parce qu'il est beaucoup trop coûteux en carburant et ça alourdirait trop mon vaisseau et ça me coûterait trop cher au départ. Là, on est sur le début de la mission, il faut que je génère des profits. C'est pas pour engager tous mes œufs dans le même panier. Hein. Il faut qu'on soit vraiment sur une mission le plus cheap possible. Il faut savoir que dans l'exploration spatiale, les aspects financiers et politiques sont essentiels. C'est pour ça d'ailleurs, je me demandais pourquoi
le jeu proposait un disque d'assemblée politique, mais c'est parce que c'est indissociable de l'aventure spatiale, en fait. Tout est décidé par les politiciens en matière de financement. Donc c'est un aspect que restitue le jeu. Bon, là, on l'utilise pas trop, mais c'est pour vous dire. Donc, moi, j'ai quand même un enjeu, hein, c'est notre crédibilité. Il va falloir qu'on fasse bien et pas trop cher pour cette première mission. En gros, c'est ça l'idée, pour gagner des points auprès des assemblées qui vont voter notre budget futur. Donc, eh bien, je vais opter pour la bleue. Voilà. Les ingénieurs ont fait le calcul. Ça nous coûte 3 burns. Ici, il y a un système utilisant la gravité de Mars pour nous faire atterrir. Il y a un risque potentiel qu'on peut dominer si on le souhaite. Mais moi, je voudrais partir tout de suite pour donner tout de suite un élan à notre mission. Donc c'est ce que je vais faire. Puisque à chaque tour, donc là on est toujours dans la 4e année, j'ai passé mon temps à réfléchir, à vous expliquer ce que j'allais faire. Après, bien sûr, je ne vais pas détailler autant, hein, je vous montrerai rapidement. Mais dans mon tour, là, je peux déplacer ma fusée. Mais pour déplacer ma fusée, il faut que je finance 4 burns. Pour financer 3 burns, pardon. 3 burns. Je sais que j'ai 3 burns à financer. Or, pour financer 3 burns, eh bien, je regarde ma poussée nette, sachant que j'ai une masse sèche pour le moment de 5. 3 burns, ça correspond à bien 3 fois 2, 6, à 6 étapes d'ergol. 6 étapes d'ergol pour un vaisseau d'une masse sèche, alors ça je vais l'enlever pour le moment, d'une masse sèche de 5, eh bien je compte le nombre d'étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'aurai besoin de mettre mon jeton, au moins de mettre mon jeton de masse en charge ici pour avoir mes 6 étapes me permettant d'aller jusqu'à Mars. Or, quand je fais le plein, je ne peux pas m'arrêter à mi-distance, donc je vais être obligé de faire un plein complet. Donc je vais devoir dépenser 3 crans de carburant, donc je vais devoir le financer avec 3 aquas. Or, pour le moment, j'ai qu'un aqua. D'accord? Donc moi, mon objectif, c'est de financer jusqu'à 8 là, ce qui me ferait 3 et 2 et 2, donc 7 étapes d'ergol. Pour le moment, je n'ai pas le plein. Ce qui va dicter ma prochaine action. Alors j'ai deux options, j'ai plusieurs choix, comme ça, plus ou moins court-termistes ou plus ou moins rentables. La première action possible, qui me rapporte un aqua, qui me rapporte de l'argent tout de suite, des fonds, c'est d'aller justement d'effectuer une levée de fonds. Et c'est une opération payante, payante, voilà, qui s'appelle levée de fonds. Et là, je reçois un aqua. Alors, on me dit recevoir des aquas parce que quand on utilise le module politique, on peut augmenter ses gains à chaque tour. Mais là, je vais gagner un aqua et puis jouer un délégué quand j'en ai. Mais là, j'ai pas de délégué, on ne joue pas avec l'assemblée. Donc là, si je choisis cette option, je prends un aqua de la banque et je la mets dans mes réserves financières. Mais ce sera mon option pour cette année. En fait, c'est le budget de cette année qui est mis de côté pour financer le voyage vers Mars. Pourquoi pas? J'ai une autre option, c'est de financer mon trajet par de la recherche. Je m'explique, cette année, je finis l'année en effectuant de la recherche. Donc, par exemple, je peux faire une recherche en matière de raffinerie, sachant que je n'ai pas encore ce matériel-là. Et donc, je dépense mon budget annuel pour effectuer cette recherche. Donc là, j'ai développé un brevet de lixiviation in situ. Voilà, je vous passe les détails. Par contre, c'est assez coûteux à mettre en orbite puisque c'est une masse de 5. C'est un symbole astral, un type astral D, okay, donc qui n'est pas forcément corrélé à Mars, mais qui peut, par exemple, concerner Deimos. Voilà, on voit que là, j'ai une des lunes un des, comment ça s'appelle, un des satellites de Mars qui est Deimos, qui pourrait être concerné par cet équipement, par cette industrie. Pourquoi pas? Pour aller exploiter des ressources là-bas, ça pourrait être utile. Donc, pourquoi pas? C'est notre trajet, c'est le secteur où on veut aller. Ça peut être intéressant. Donc, je finance cette recherche et je l'achète. Évidemment, ce financement prend du temps, donc mon année s'écoule et ça met fin à ma 4e année. Mais quand on planifie une mission spatiale, on voit plus loin. Donc, on va laisser le temps faire son office, nos ingénieurs faire leur boulot, et on va avancer, on va arriver sur la 5e année.
Les bureaux d'études ont travaillé et ils ont développé de nouvelles idées qui sont intéressantes. Notamment une raffinerie, alors avec un type astral qui est différent, mais c'est pas très grave. Par contre, je vois qu'il y a une masse moindre, moins coûteuse à mettre en orbite. Donc ça m'intéresse potentiellement. Donc je pourrais éventuellement la développer. Le problème là, c'est que j'ai plus d'argent. Donc ce que je vais faire, sachant que j'ai une idée de technologie plus performante en termes de masse en tout cas, eh bien ce que je vais faire, je vais financer mes futures recherches en vendant ce brevet. Donc mon opération de cette 5e année, c'est de vendre. Donc ça s'appelle une opération de marché libre qui consiste à mettre la carte qu'on vend sous le deck concerné et d'empocher 3 aquas. Oui. Donc là, en fait, j'ai dépensé un aqua, et ben j'en touche 3 grâce à cette recherche. Mais ça m'a coûté une année. Donc là, j'ai effectué mon opération. Mais voilà, c'est pas 20, j'ai multiplié mes gains par 3. Donc, il me manque encore quelques aquas pour faire le plein. L'année s'écoule, j'avance, on rentre dans la 6e année. Je n'ai pas de déplacement, je n'ai pas encore de vaisseau fonctionnel, hein, même si j'en ai un là, qui est en train d'être préparé. Il n'est pas encore en place. On va voir après les étapes de préparation au lancement. Mais je continue à financer mon départ. Dans le même temps, j'ai envie de continuer à chercher des solutions d'industrialisation des futurs sites que je vais prospecter. Je sais là, de par mon matériel, que je vais réussir à atteindre à brève échéance, même s'il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois, la surface de Mars, à l'explorer. Je vais y arriver parce que j'ai du bon matériel, j'ai des bonnes idées. Donc je vais continuer à creuser mes recherches en matière de développement industriel pour me faire de la thune après. C'est l'idée. Donc là, je vais financer l'achat de ces recherches-là. Et donc je développe la raffinerie Sabatier, donc c'est un nouveau brevet, hein, qui est d'une masse de 4. Et qu'est-ce que je vois, hein, dans les idées derrière? Mes bureaux d'études avancent encore dans les recherches et on voit qu'on atteint une raffinerie de niveau, enfin avec une masse encore plus intéressante, un type astral qui est équivalent à celle-là. Donc ce qui m'intéresse, c'est de progresser. Quoi qu'il en soit, l'opération de cette année est d'avoir déposé ces brevets-là. Donc mon année prend fin, encore une fois. Donc le temps passe vite, mais on le met à profit. Nouvelle année, je déplace. Ce que je vais faire, parce que j'ai en ligne de mire ces nouvelles idées, je vais financer à la fois cette recherche et mon voyage. Donc, je vais vendre cette carte immédiatement et gagner 3 aquas. J'ai vendu le brevet, ça peut intéresser d'autres factions, d'autres nations intéressées au vol spatial. Hein, la concurrence crée l'émulation, donc ça me va très bien. Forcément, là, ayant fait une action de marché libre, j'ai effectué mon opération payante. Je ne fais rien d'autre. Le temps avance, donc j'atteins la 8e année déjà sur mon premier cycle. Là, j'ai mes 5 aquas. Je pourrais financer mon voyage. Seulement, j'ai pas envie de faire ça comme ça. Je vais continuer mes recherches. Là, je suis sur une bonne lancée. Donc, je vais acheter cette nouvelle carte. Et donc, cette raffinerie de masse 3, elle m'intéresse beaucoup parce qu'elle est beaucoup moins coûteuse. On a quasiment divisé les coûts par 2. Donc, qui potentiellement peut constituer un gain conséquent si je dois construire plusieurs raffineries, notamment, et les propulser dans l'espace. Donc là, c'est une raffinerie à dépôt en couche monoatomique que je viens d'acheter. C'était mon action payante de cette année. Le temps passe. On rentre dans la 9e année. On rentre dans la 9e année. J'ai ma raffinerie Mass 3. Je vais la conserver. Parce que là, on repart sur des nouvelles idées. C'est intéressant parce que c'est un nouveau type astral. Ça pourra nous servir. S. On peut regarder par exemple, ouais, S, ça peut nous servir à industrialiser la Lune. Mais là, tout de suite, ça répond pas à mes objectifs parce qu'on voit que sur Mars, c'est type astral C. Sur Deimos ou Phobos, c'est du D ou du C. Donc ça correspond pas. Donc je vais pas creuser là. Je vais plutôt m'intéresser au propulseur ici, qui est un propulseur moins coûteux aussi à la mise en orbite, donc qui est un peu moins performant, mais qui peut servir.
Sachant qu'on sait que pour aller sur Mars, on a trouvé une route qui court que 3 burns, hein, donc qui peut correspondre à ce genre de technologie. Enfin, disons, dont les contraintes peuvent être compensées par cette technologie. Donc j'achète cette technologie-là pour un, et je la mets dans ma main. Donc j'ai 2 cartes, 2 brevets, j'ai déposé 2 brevets, dont je disposerai pour la suite de l'aventure. On voit que là, bah, cette énergie scientifique, cette dépravation d'idées là, amène à d'autres idées. Et donc, bah, je vais encore dépenser un aqua pour continuer à développer mes idées de propulsion. Celui-ci m'est moins utile pour l'instant, mais je vais quand même le développer. Je vais déposer le brevet. On a l'idée, ça peut servir, et puis surtout, ça va m'aider à financer d'autres recherches. Je vais juste remettre à l'endroit cette carte qui est à l'envers. Et voilà. Okay. Et donc là, j'ai effectué des 2 années, hein, j'ai même pas déplacé le disque, là je viens de le faire, j'ai 2 années de recherche, financé 2 années de recherche, mais c'était des dépenses. Donc là, je vais rentrer dans la 11e année et je vais vendre ce brevet. Maintenant, vous avez compris le système, pour me faire de l'argent. Et donc là, j'arrive à gagner 3 aquas. Et ces 3 aquas vont constituer ma mise de départ pour partir l'année prochaine vers Mars. Ça y est, là on peut envisager le voyage. La 11e année prend fin, on entame la 12e année. On est en janvier, et là on commence à voir des choses concrètes. Au bout de 11 ans de travail, on peut envisager les choses de manière plus précise. Et je pense que ça va être le moment d'aller se faire une tasse de café, et puis de construire les vaisseaux et les préparer au lancement pour se diriger vers Mars. Allez, je vais me chercher une tasse de café, on se retrouve tout de suite. Alors, la 12e année va être cruciale puisque elle correspond à l'année où nous allons effectuer le premier vol. Eh bien, nous finalisons la préparation, c'est-à-dire que là, on va commencer par des actions gratuites que l'on peut intervertir avec le déplacement du vaisseau sans problème en termes de règles, et qui vont constituer notamment à effectuer le plein du vaisseau. On a besoin de 8 étapes, 8 ou 6, je ne sais plus. Dans 6 étapes, c'est la trajectoire bleue, donc 1, 2, 3. Dans 6 étapes d'ergol, donc en utilisant ce propulseur-là. Donc ça nous permettra 3 burns, c'est ce qu'il nous faut. Pour financer 6 étapes d'ergol, il va falloir aller jusqu'au cran 8. Donc je dépense 3 aquas. On augmente la quantité dans nos réservoirs. Donc pour un aqua, 2 aquas, 3 aquas, on est au niveau 8. Ça correspond bien à 3 et 2, 5 et 2, 7 niveaux d'ergol. Bon, ça nous coûte extrêmement cher, hein. Et de cette manière, on devrait pouvoir atteindre la destination. Au niveau matériel et ressources, tout est prêt pour ce vol. Donc, on va pouvoir passer à une phase de déplacement. Et alors, le déplacement intègre la préparation du vaisseau, la phase d'allumage et la phase de décollage. Pour ça, nous allons suivre les étapes données par le tableau de bord, là, notre console de vol, qui nous indique d'abord de vérifier la masse sèche et la masse en charge. C'est fait, hein. C'est ce qu'on vient exactement de faire en faisant le plan. Ensuite, on active les propulseurs opérationnels. Le propulseur opérationnel, c'est le propulseur par induction pulsée qu'on va utiliser. Ça, c'est bon. Chaque lanceur ne peut utiliser qu'un propulseur par tour. Donc là, on utilise celui-ci à ce tour. Poussée initiale nette égale poussée de base. Notre poussée de base, c'est 4. Donc là, on va utiliser ce pion pour le poser sur poussée nette égale 4. Ensuite, modifier la poussée avec la post-combustion. Alors là, je n'ai pas parlé de la post-combustion, mais de toute façon, cet équipement ne permet pas la post-combustion, donc on va s'en abstenir. Et à la limite, c'est quelque chose qui permet d'augmenter la puissance des moteurs, qui consomme de l'ergol, qui augmente la capacité
à s'arracher de certaines zones, c'est plus valable quand on utilise le jeu complet. Modifier la poussée en fonction de la classe du vaisseau. Dans la classe du vaisseau, on ne regarde plus maintenant sa masse sèche, mais sa masse en charge, qui comprend à la fois le matériel embarqué, mais aussi le carburant. Donc la masse en charge est égale à 8. On est toujours dans la classe d'éclaireur, donc c'est plus 1 en poussée nette. Donc notre poussée nette n'est pas affectée en plus ou en moins par la masse déplacée. Donc c'est bon. Modifier la poussée avec un faisceau d'énergie, ça c'est des règles particulières si on utilise une usine et un rayon pour nous aider à nous propulser, c'est pas le cas. Indiquer la poussée finale, nous notre poussée n'étant pas modifiée, la poussée finale est la même que la poussée initiale, donc c'est 4. Et ensuite déplacer le lanceur, chaque borne franchie, dépensant les étapes de carburant, égale consommation de carburant. Donc voilà, on a allumé les moteurs, on voit une volute de fumée s'échapper du pas de tir. Ce pas de tir est installé en Léo. Donc là, ça y est, notre vaisseau est prêt. Il est arrimé solidement à notre station spatiale, mais voilà, tout est bon. L'hydrogène est chargé. Donc on n'a plus qu'à déclencher le lancement. Donc c'est parti. Premier mouvement, on dépense 1. Forcément, à chaque fois qu'on fait un mouvement, enfin un burn, on dépense 2, qui réduit notre masse d'autant de chargement, bien sûr, puisqu'on a cramé le carburant. Donc je l'ai déplacé de 2 crans, notre masse réduit, et notre véhicule se déplace. On atteint Cycler. Alors je peux m'arrêter sur un burn si je n'avais pas assez d'étapes de burn, mais là ma poussée nette me permet de poursuivre ma trajectoire, donc on poursuit. Nouvelle étape, on dépense encore 2 crans de carburant pour atteindre Géo. On se sert de l'attraction terrestre pour poursuivre vers L2. Donc ce point de Lagrange nous permet de bifurquer vers ce troisième burn. Pour rentrer dans ce burn, c'est obligatoire, hein, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, les burns correspondent à l'entrée dans les points jaunes, donc dans les points roses. Donc en fait, je déclenche avant le burn. Donc là, c'est ce que je fais. Je redéclenche le burn et je consomme encore 2 crans d'ergol, de carburant. Ça me permet de franchir ce point. Notre vaisseau continue jusqu'au flyby de Mars. Grâce à cette attraction, elle peut rentrer dans la zone de gravité. Et donc, on atteint cette zone d'aérofreinage. On est obligé de sortir des éléments pour ralentir par rapport à cette nouvelle propulsion. Et pour ça, il suffit de faire un test avec notre D6. Sur un 1, notre vaisseau a une anomalie et se démantèle. Là, on obtient un 6, donc il n'y a pas d'anomalie, pas de problème. Donc notre vaisseau atteint ce nouveau burn financé par ce flyby. Il ne s'arrête pas pour autant, il continue en low Mars orbit. Et nous, ce qu'on va faire, on va tout de suite atterrir. Donc là encore, un test d'aérofreinage, hein, comme on vient de le faire. C'est un 2. On est passé à 2 doigts de la catastrophe. Mais notre vaisseau parvient sans encombre, grâce à son parachute, à atteindre la surface que l'on voit dotée d'une atmosphère, hein, de Mars. Donc là, notre vaisseau, en une seule année, en un seul tour, atteint Mars grâce à nos équipements, à notre détermination et à la rigueur du vol. Bon, avec un peu de chance aussi, puisqu'il y a eu 2 tests quand même d'effectuer en très très peu de temps à l'approche de la planète. Voilà comment se passe un vol, c'était le premier déplacement. Ce déplacement ne met pas fin à notre tour, on peut tout à fait effectuer des opérations gratuites. Qu'est-ce qu'on a comme opération gratuite alors que notre vaisseau a atteint Mars? Eh bien, on peut notamment déployer notre robonaute. Comment fait-on? Eh bien, on procède à un démantèlement partiel, on décharge en fait la fusée. Alors, bien sûr, ce sont des systèmes automatiques. Le lanceur, lui, reste tel quel. Et pour décharger le robonaute, en fait, je vais le positionner sur un avant-poste. Alors, pendant la mise en place, j'ai oublié de mettre en place les jetons d'avant-poste. Chaque emplacement est doté d'un jeton. On peut avoir 2 avant-postes un maximum. Donc là, j'établis un premier avant-poste grâce à ce robonaute.
On a mis le pied sur la planète. Ce qui fait que je récupère ce jeton et que je le pose sur cet emplacement pour indiquer que mon robonaute est là-bas. Ok. Mon robonaute est autonome hein, dans Race for Glory. On verrait dans un jeu complet qu'il faudrait des soutiens, donc d'autres structures matérielles pour le faire fonctionner. Là, c'est pas, il est totalement autonome, il n'a pas besoin. Donc ça, dans la mesure où ces équipements appartenaient à l'ensemble du lanceur et présents sur la zone de Mars, des grottes d'Arcia, et que j'établis un avant-poste au même endroit, on parle d'équipements colocalisés, donc on peut tout à fait déplacer gratuitement, c'est bien une action gratuite, une carte d'une zone colocalisée à une autre, sans problème. C'est la même opération qu'on fait pour passer de Léo au lanceur, hein. C'est quelque chose qui est gratuit, puisqu'on colocalise, le lanceur étant euh, fixé à la station présente en Léo pour ensuite être lancé dans l'espace. C'est le même principe. Donc là, on est colocalisé, il n'y a pas de problème, ça ne coûte rien. C'est une action gratuite. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, de nouvelles possibilités s'offrent à nous. On a atterri, on a déployé notre robonaute qu'on avait développé et construit, mis en orbite, puis lancé avec notre propulseur. On a atteint Mars, on est prêt à prospecter Mars. Là, on a deux options. On a presque plus d'argent, mais on est sur Mars. Donc on a différentes actions payantes qui s'offrent à nous. On peut tout à fait faire de la recherche, du marché libre, une vente. On peut booster du matériel, notre raffinerie par exemple, sauf qu'il nous faudrait 3 aquas, on en a que 2. Donc ça, on ne va pas pouvoir le faire. Ravitailler sur site, il faudrait une usine, on n'en a pas. Une nouvelle action s'offre à nous, c'est la prospection. Et cette action, en résumé, consiste à prospecter et revendiquer une ou plusieurs concessions, voire le tableau séparé. Pour ça, eh bien, il faut avoir un ISRU inférieur ou égal au degré d'hydratation du site. Alors, le degré d'hydratation du site, c'est le nombre de gouttes présentes sur le site. Là, on voit que sur notre zone, il y a 3 gouttes. Notre ISRU est de 3. Donc là, on est sur un ISRU égal à celui de la zone, donc on peut tout à fait prospecter. Alors ça, j'ai pas bien compris thématiquement à quoi ça correspondait, mais c'est une des contraintes que l'on doit respecter. Je regarderai, mais bon, c'est pas indispensable. Ensuite, on doit effectuer un test de prospection, c'est-à-dire que la prospection peut ne pas aboutir si notre robonaute a un problème. Donc le test, on lance un dé, et si on obtient un résultat inférieur ou égal à la taille du site, alors on réussit le test. Or là, nous, la taille du site, eh bien, elle correspond au chiffre indiqué sur le site. C'est une taille de 10. Notre ISRU étant de 3, notre ISRU étant de 3, 10 moins 3, ça va faire 7. Le résultat sur un D6 va forcément être positif pour nous. Donc, le résultat va être inférieur à 7. Donc, la prospection est réussie automatiquement. Donc là, c'est notre action payante de prospection. Et quand on lance cette exploration, eh bien, et quand on réussit à prospecter la zone, eh bien, on pose un de nos jetons de couleur, un de nos disques de faction sur la zone, ce qui montre qu'on a une concession, c'est-à-dire qu'on a planté notre drapeau sur la zone. Une particularité liée à notre robonaute, c'est pour ça que j'avais choisi cette technologie, qui est munie du symbole rover, c'est que sur une planète munie de ces symboles-là de flèches, quand j'explore une zone, grâce à mon rover, je peux parcourir de longues distances, donc je peux explorer toutes les zones reliées entre elles par des flèches d'exploration, ce qui veut dire que dans la même action de prospection, je vais explorer non pas une zone, mais les 3 zones reliées à mon point d'atterrissage. Je vous rappelle que chaque jeton sur le plateau représente un point de victoire quand on est en compétitif, mais même en solo. Donc, bien, c'est une opération extrêmement rentable que de faire cette action. Donc là, dans le même tour, on a créé un avant-poste, on a exploré une partie de la surface de la planète, on a atterri. Donc on voit que les choses se déclenchent assez rapidement, hein, au bout de 12 années, c'est vrai, mais
On a quand même réussi, lors du premier cycle, à s'établir, enfin à mettre le pied sur Mars, qui était quand même une gageure, ce que nous a évidemment autorisé l'avancée technologique et la pugnacité de nos ingénieurs. Voilà, donc on a mis le pied sur Mars. Notre 12e année prend fin. On va avancer le jeton. Le premier cycle est terminé, donc je vais retirer un disque d'ancienneté de la pile qui vient de glisser. Alors moi, ce que je fais normalement, les défauts, ces jetons, mais je les mets à côté du marché, simplement pour me souvenir que les coûts maintenant du marché ne sont plus d'un aqua, mais de deux aquas. Voilà, donc je laisse toujours les disques que je retire du cycle solaire à côté, euh, à côté du marché pour me souvenir de l'augmentation des coûts. Et cette fois, mon année est totalement écoulée, je vais rentrer dans un nouveau cycle. Et qui dit nouveau cycle, sachant qu'on est arrivé sur Mars, dit nouveaux objectifs, nouvelles missions, nouvelles ambitions, nouveaux rêves aussi pour l'humanité. Ce qui va aussi marquer la fin de notre épisode, je pense, parce que là, on est à un tournant, on a déjà vu beaucoup d'actions, beaucoup de principes de jeu. Thématiquement, eh bien, l'exploration de la mission est lancée, donc on va pouvoir passer à la suite sereinement, et aussi de manière certainement plus fluide et plus rapide. Donc je vais mettre fin à cet épisode. Ça vous donne déjà une première approche thématique de ce jeu High Frontier for All que je trouve assez passionnant hein, quand on se met dedans. Il, euh, il nous offre des possibilités assez folles, puisque là on voit que si je devais faire une conclusion, eh bien on a juste raisonné pendant 7 heures et demie qui nous réunit là, sur un tout petit morceau, une toute petite portion de cet immense plateau à explorer. Et bien, il y avait quelques contraintes, mais il n'y en a pas tant que ça finalement. Le voyage vers Mars c'est assez passé, c'est déroulé assez facilement et dans des bonnes conditions. Alors maintenant, on est dans un Race for Glory, je le répète. Dans le jeu de base, enfin dans le jeu complet, on aurait affaire également à des événements à chaque année, quasiment, qui interviendraient. Il pourrait y avoir des phénomènes au niveau de la recherche, des phénomènes solaires ou interstellaires. Enfin, il pourrait y avoir pas mal d'aléas qui viennent ralentir ou remettre en question notre progression. Là, on est sur quelque chose de très fluide parce qu'on joue à un Race for Glory. Dès qu'on utilise High Frontier for All dans sa version complète, les choses sont bien plus compliquées en termes d'obtention de résultats. Mais on va continuer là-dessus, parce que thématiquement, on est déjà dans le voyage, dans la découverte, et dans cette espérance de découvrir de nouvelles contrées extraterrestres qui vont nous donner à penser de nouvelles ambitions pour l'humanité. Donc je vais en rester là. J'espère que ce premier épisode vous a donné envie de découvrir davantage High Frontier for All d'un point de vue thématique. On se retrouve très vite pour la suite de notre aventure. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Salut!